Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 24 juin 2026 et notre cher ami, notre frère Scott Ritter est avec nous. Bienvenue parmi nous, Scott. Merci de m'avoir invité. Long time no see, Scott. Ça faisait longtemps, Scott. J'aimerais commencer par ce qui s'est passé entre l'Iran et les États-Unis. Leur deuxième discussion directe après celle d'Islamabad et celle en Suisse. Les deux parties se sont retrouvées pour parler, en gros, du principal problème. L'un des points centraux, c'était la question du Liban. Et il semble que la première clause de l'accord, ce protocole d'entente signé par le président iranien et Donald Trump, met en avant la souveraineté du Liban. Voici d'ailleurs ce que J.D. Vance a dit à propos du Liban, parce qu'il semble qu'avec le temps, les Israéliens ressentent une certaine pression qui pèse sur Benjamin Netanyahou à cause de la situation au Liban. Et voici ce que nous avons appris de J.D. Vance. Eh bien, nous voulons que la sécurité d'Israël soit protégée et nous voulons aussi que la souveraineté du Liban le soit. C'est une discussion qui va se poursuivre. Les Israéliens ont été très clairs. Ils n'ont pas d'intention territoriale sur le sud du Liban. S'ils estiment devoir y être présents, c'est parce qu'ils s'inquiètent des combattants du Hezbollah dans le sud du Liban qui tirent vers Israël. Nous pensons bien sûr que cela va demander beaucoup de travail, mais qu'il est possible d'arriver à une situation où l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban sont protégées, tout comme la sécurité d'Israël. Et pour cela, il faudra une certaine coordination avec les forces armées libanaises. Il faudra aussi que les Iraniens freinent le Hezbollah. C'est exactement le genre de sujet dont nous avons parlé hier. Et encore une fois, je pense que nous avons fait beaucoup de progrès par rapport à là où nous en étions il y a seulement 24 heures. Ce qu'il a dit, Scott, dans une autre vidéo où il parlait du cas du Liban, c'est deux choses. L'une des plus importantes, c'est qu'un nouveau mécanisme a été défini par les États-Unis et l'Iran pour maintenir le calme entre Israël et le Liban. Ils appellent ça la zone de désescalade, ou quelque chose comme ça. Une nouvelle structure, un peu dans l'esprit de ce dont parlait J.D. Vance. Et le deuxième point, c'est de savoir s'il s'agira d'un retrait total du Hezbollah ou d'Israël du Liban, ou bien d'un retrait partiel. Quelle est selon toi ta compréhension de la situation au Liban? Parce que c'est, je pense, l'un des cas les plus complexes. Ils ont une sorte d'accord sur la question des sanctions, tout ça. Ils se parlent, mais le dossier libanais reste lié au Hezbollah et à Israël. Comment est-ce que toi tu vois cette situation? Je vois les choses de façon très simple. La sécurité d'Israël ne peut être garantie que sur la base de la souveraineté du Liban. Le Hezbollah n'existerait pas aujourd'hui si Israël s'était retiré du Liban. Le Hezbollah existe uniquement à cause de l'occupation illégale du Liban par Israël. Je parle bien sûr de l'occupation initiale dans les années 80. Les gens demandent où tout cela mène-t-il? Eh bien, je leur rappelle qu'Israël a déjà été chassé du Liban une première fois par le Hezbollah et que le Hezbollah chassera à nouveau Israël. C'est ce qui va se passer. Israël a perdu cette guerre. Israël n'a plus aucune position de négociation. L'Iran ne cédera pas. Et les États-Unis sont incapables de conclure un accord. Comprenez bien ça. Les Iraniens le comprennent. Vous le comprenez. Moi aussi, je le comprends. Peu importe ce que dit J.D. Vance, parce que les États-Unis ne tiennent pas parole. Les États-Unis ont placé la sécurité d'Israël au-dessus de la souveraineté du Liban. C'est tout l'enjeu de pouvoir dont il est question ici. Israël peut bombarder Beyrouth quand il le veut, au nom de sa sécurité. Mais le Hezbollah, lui, n'a pas le droit de riposter contre Israël au nom de la souveraineté libanaise. Et la seule raison, encore une fois, pour laquelle le Hezbollah garde une milice, c'est qu'Israël
continue d'occuper illégalement le sud du Liban. La légitimité de la présence continue de la milice du Hezbollah disparaît immédiatement dès qu'Israël se retire complètement du sud du Liban, dès que le Liban retrouve sa pleine souveraineté sur chaque centimètre carré de son territoire. Et c'est la seule solution acceptable ici. J.D. Vance et l'Iran peuvent bien proposer un mécanisme de désescalade. Mais ça ne fonctionne pas si ce mécanisme repose sur l'idée que la sécurité d'Israël passe avant tout, y compris avant la souveraineté libanaise. Je le rappelle encore une fois, Israël a déjà été chassé du Liban par le Hezbollah. Et si Israël veut poursuivre le combat à ses propres conditions, il sera de nouveau chassé du Liban par le Hezbollah. Nous savons que, s'ils attaquent à nouveau, l'une des raisons pour lesquelles l'Iran n'a pas réagi à la dernière attaque israélienne à Beyrouth, à Daïa, c'est à cause des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Il semble que Donald Trump ait vraiment essayé de mettre en place une sorte de cessez-le-feu, qui n'en était pas vraiment un avant la signature du protocole d'accord et les réunions de négociation qui ont suivi sur ces 14 points. Le premier concerne le Liban. Et selon vous, avec le temps, si Israël attaque, disons que vous partez du principe qu'Israël attaquera et que le Hezbollah répliquera, comment voyez-vous la réaction du gouvernement iranien face à Israël et celle des États-Unis ensuite? D'accord, c'est parfaitement clair. Le protocole d'accord n'est pas en vigueur tant que tous ses volets ne le sont pas. Si Israël attaque le Liban, le protocole d'accord n'est pas en vigueur. Et s'il n'est pas en vigueur, alors l'Iran ripostera. L'Iran l'a déjà montré la première fois. Il a frappé Israël quand Israël a frappé le Liban. Il le refera. Cette fois, Israël a eu un passe-droit parce que les États-Unis ont dit qu'ils allaient le contenir. Mais les États-Unis sont incapables de respecter un accord. Israël aussi. Ils ne négocient pas de bonne foi. L'Iran le sait mieux que quiconque. Alors, que se passera-t-il si Israël attaque le Liban? L'Iran ripostera contre Israël. Que vont faire les États-Unis? Rien. Les États-Unis sont désespérés de trouver un accord. Le détroit d'Ormuz doit rester ouvert. Si les États-Unis attaquent l'Iran, l'Iran fera comme la dernière fois. Il fermera le détroit d'Ormuz. Vous savez, c'est important que les gens comprennent ça. Plus il y a d'incertitudes, même si l'Iran affirme que le détroit d'Ormuz reste ouvert, il faut bien voir que les compagnies qui assurent le transport maritime dans cette zone, eh bien, elles n'assurent plus les navires. Et pourquoi le ferait-elle? Pourquoi assurerait-elle un bateau qui traverse un détroit susceptible d'être fermé à tout moment, avec le risque qu'il soit touché et coulé? Tu sais, les États-Unis sont dans une situation très Donald Trump est dans une situation vraiment, vraiment difficile. Ce n'est pas une question de complexité géopolitique, c'est une question de survie politique pour Donald Trump. Tout dépend de l'économie américaine, qui est littéralement en train d'étouffer à cause de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Trump doit absolument faire en sorte que le détroit reste ouvert de manière stable, parce que si le pétrole ne recommence pas à circuler, les conséquences de la crise énergétique, crise provoquée par la bêtise de Trump en lançant ce conflit dès le départ, ne seront pas corrigées à temps pour avoir un effet sur les élections de mi-mandat en novembre. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est l'économie, tout simplement. Donald Trump doit obtenir une reprise de l'économie américaine. Quelque chose qui fasse croire aux électeurs qu'il agit dans leur intérêt. Et il ne peut pas y arriver tant que le détroit d'Ormuz reste bloqué. Voilà où on en est aujourd'hui. Pensez-vous que, vous savez, le détroit d'Ormuz a été utilisé pour faire pression sur les États-Unis, puis que les États-Unis, à leur tour, font pression sur les Israéliens pour qu'ils n'attaquent pas le Liban, qu'ils n'attaquent pas le Hezbollah,
ni les populations, ni les villes, ni les villages libanais. Est-ce que cette stratégie peut fonctionner? Ou est-ce qu'on se dirige plutôt vers une nouvelle phase de guerre entre l'Iran et Israël, avec une implication américaine beaucoup plus limitée qu'auparavant? Je pense qu'on se dirige vers un nouveau cycle de conflit entre Israël et l'Iran. Mais je crois que les États-Unis, parce que regardez, l'Iran, je ne peux pas parler au nom du gouvernement iranien, mais ils ont été très clairs. C'est tout ou rien. Ils ne vont pas permettre que le protocole d'accord soit découpé à la carte par les États-Unis. Il doit être appliqué dans son intégralité, sinon il n'y a pas d'accord. Ils ont déjà quitté les négociations par le passé, et je pense qu'ils le referont. Et ils ont montré qu'ils étaient prêts à attaquer les pays impliqués dans les violations de ce protocole. Donc Israël serait clairement visé. La vraie question, c'est que feront les États-Unis? Que fera Donald Trump? Je pense qu'aujourd'hui, la nature de la relation entre Netanyahou et Trump a changé, parce qu'on parle maintenant de la survie politique, même de Trump, avec les élections de mi-mandat qui approchent. C'est la fin de Donald Trump, la fin de l'héritage Trump. Et un narcissique ne peut pas laisser ça arriver. Alors maintenant, il voit Benjamin Netanyahou comme l'homme responsable du déclin de la marque Trump. Et Trump est quelqu'un de très rancunier. Donc on peut s'attendre, je pense, à une refonte complète de la relation entre les États-Unis et Israël dans un avenir proche. Et est-ce qu'Israël peut survivre à ça? Je ne crois pas que la carrière politique de Benjamin Netanyahou puisse y survivre. C'est un homme qui est venu à plusieurs reprises aux États-Unis, devant le Congrès, pour se draper dans le manteau d'applaudissements sans fin. Il a besoin du soutien américain pour garder sa légitimité chez lui. Si Trump coupe le cordon, c'en est fini de Netanyahou. Donc, à mon avis, Israël sera forcé de quitter le Liban, d'une manière ou d'une autre. Regardez ça. Vous avez mentionné les élections de mi-mandat. Et juste après ces élections, on aura la présidentielle de 2028, avec J.D. Vance. On dirait qu'il arrive sur la scène, qu'il parle du conflit et qu'il essaie de tout rassembler, de résoudre les problèmes, à cause de 2028, à mon avis. Est-ce qu'il est prêt à tout sacrifier pour Israël, pour la cause d'Israël? Et franchement, la façon dont Donald Trump s'adresse aux Israéliens, c'est assez nouveau. Il n'y a pas vraiment d'antécédent où il se parlait comme ça, en se mettant la pression publiquement, en s'humiliant. Admettons que tout ça relève du théâtre politique. Mais au final, il est en train d'humilier Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Netanyahou est en train de s'humilier lui-même. Soyons très clairs là-dessus. Ce n'est pas un acteur innocent dans cette histoire. Ce n'est pas comme si Benjamin Netanyahou faisait tout bien et que le méchant Donald Trump arrivait pour le ridiculiser. Benjamin Netanyahou est un tueur, un criminel génocidaire. C'est un criminel d'une ampleur comparable à celle des plus grands criminels de l'histoire. Adolf Hitler vient à l'esprit. Donc je n'ai aucune sympathie pour Bibi Netanyahou quand Donald Trump se retourne contre lui. Il était temps qu'un président américain se retourne contre un dirigeant israélien de cette manière. J.D. Vance, lui, ne coulera pas avec le navire. Autrement dit, il ne va pas se sacrifier pour l'État d'Israël. Il est là pour représenter Donald Trump aux États-Unis et il suivra les directives de Donald Trump au nom du pays. Et je pense que vous avez déjà vu J.D. Vance commencer à durcir son discours sur Israël. Donc, Israël est fichu. On peut le dire comme ça. C'est une situation dont Israël ne sortira pas. Ils se sont eux-mêmes acculés dans un coin. Ils devront quitter le Liban. Et en le faisant, ce sera la fin de Benjamin Netanyahou. Je veux juste rappeler qu'en septembre 2023, avant les attaques du 7 octobre menées par le Hamas contre Israël, le président israélien avertissait déjà que le pays glissait vers une guerre civile.
pas une résistance civile, pas une désobéissance civile, une guerre civile avec des affrontements armés entre Israéliens. Et c'est comme ça que tout ça va se terminer. Ça va se terminer par une guerre civile en Israël. Parce que Benjamin Netanyahou a polarisé le pays à des niveaux extrêmes. Et au fond, ceux qui poussent à cette guerre savent très bien que leur survie politique dépend du fait que cette guerre continue jusqu'à une victoire israélienne, qui n'arrivera pas. Mais ils ne peuvent pas se permettre de le reconnaître, parce que ce serait leur fin politique. Donc, à mon avis, on se dirige vers une guerre civile israélienne, une violence entre Israéliens. Est-ce que ça va changer le système politique d'Israël? On sait que Benjamin Netanyahou, ça fait longtemps qu'il est considéré comme un génie dans l'art de manipuler le système politique américain, de jouer sur les deux tableaux et d'une certaine façon, de faire en sorte que tout le système fonctionne en faveur d'Israël, en obtenant un soutien militaire, politique et géopolitique des États-Unis. Supposons qu'il soit remplacé par quelqu'un comme Naftali Bennett. Est-ce qu'Israël va rester dans la même position, continuer à obtenir le même type de soutien de la part des États-Unis? Vous voyez, en tant que chef de son État, en tant que chef d'Israël, le Premier ministre change. Et on voit ce genre d'influence, d'une certaine manière, disparaître de la scène politique aux États-Unis. Si on pense à l'AIPAC, qui est très important, mais qui a été battu d'ailleurs à New York, encore une fois. Vous savez ce qui s'est passé récemment à New York? On voit le maire de New York s'opposer aux candidats soutenus par l'AIPAC. À mon avis, ils l'ont battu largement. Comment voyez-vous cette situation? Encore une fois, Israël n'a jamais mis les États-Unis dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Israël a toujours dit « Nous avons besoin du soutien de l'Amérique avant d'attaquer l'Iran ». Et l'Amérique a toujours répondu non. Donc Israël n'a jamais obligé le peuple américain à affronter par exemple les conséquences économiques d'une mauvaise politique. Vous savez, il suffit de revenir en arrière et de regarder ce qui s'est passé pendant l'embargo pétrolier des années 70 et la manière dont la politique américaine envers le Moyen-Orient a évolué à ce moment-là. Pourquoi? C'est l'économie, tout simplement. C'est l'économie, tout simplement. C'est l'économie, tout simplement. Israël, l'AIPAC n'a jamais laissé la situation en arriver au point où les Américains devraient regarder leur portefeuille vide et se demander s'ils veulent souffrir au nom d'Israël. Le peuple américain n'a jamais été appelé à souffrir pour Israël. Pour lui, ça a toujours été sans coût. Il suffisait de donner plus d'argent, encore plus d'argent, toujours plus d'argent, et d'accepter cet échange. Nous avons accepté cette relation à double sens, où Israël peut acheter notre Congrès. Tant qu'au bout du compte, les Américains continuent de s'envelopper dans leur cocon de confort et de se laisser endormir par les absurdités diffusées par les grands médias, ils continueront à tolérer tout cela. Le peuple américain ne supportera pas d'avoir le portefeuille vide, les banques vides. Il ne supportera pas que l'économie s'effondre à cause d'Israël. Et le peuple américain finira par se retourner contre Israël. C'est une réalité qu'Israël a toujours connue, mais que Benjamin Netanyahou a oubliée, parce qu'il est arrivé au bout du rouleau. La seule façon pour Netanyahou de rester au pouvoir après le 7 octobre, c'est de continuer à faire monter la spirale de la violence et de dire « Je suis le seul capable de faire sortir Israël de ce cycle en vainqueur ». Eh bien maintenant, il a tout misé. Il a poussé les États-Unis à entrer en guerre contre l'Iran. C'était censé être l'ultime étape. Nous battons les Iraniens. Tout allait merveilleusement bien. Et à la place, il s'est fait complètement battre, vaincu par l'Iran. L'Amérique vaincue par l'Iran. Rappelons-nous,
À quoi ressemble une cérémonie de reddition? Une vraie cérémonie de reddition. C'est les Japonais montant à bord du USS Missouri dans la baie de Tokyo en septembre 1945. Une reddition sans condition. Voilà à quoi ça ressemble. Donald Trump, assis tout seul à Versailles, en train de signer un document qui ne veut rien dire. Ce n'est pas une cérémonie de reddition, sauf pour lui, qui se rend aux Iraniens, parce que le protocole d'accord a été dicté par l'Iran aux États-Unis. Les gens doivent comprendre ça. Donald Trump a signé un document de reddition. Il ne le dit pas ouvertement. Mais le protocole d'accord est fait pour donner à l'Iran ce qu'il veut de ce pays, pas ce que les États-Unis veulent. Et il faut bien comprendre ça. Donald Trump ne pardonnera jamais à Benjamin Netanyahou de l'avoir mis dans cette situation. Et le peuple américain ne va pas rester là à dire « mais Israël », alors qu'il a le portefeuille vide. Il dira « au revoir, Israël ». Et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Israël ne contrôle rien, absolument rien. Ça a toujours été en fait une illusion de contrôle. Comme je l'ai déjà dit, tant qu'on pouvait hypnotiser le public américain en lui faisant croire que tout allait bien, que l'économie tournait, il acceptait à peu près n'importe quoi en matière de politique étrangère. Parce que franchement, le peuple américain est le plus ignorant du monde sur le monde dans lequel il vit. La plupart d'entre eux seraient incapables de situer la moitié de ces endroits sur une carte, encore moins d'expliquer les nuances et la complexité des politiques qui sous-tendent ces actions, ces réalités géopolitiques. On est ignorant, on est stupide, on ne sait rien. C'est pour ça qu'on est si vulnérable à la russophobie, à l'islamophobie et à toutes les autres phobies du même genre. On nous apprend à avoir peur, peur de ce qu'on ne connaît pas. Et comme on ne le connaît pas, on se repose sur la vie des autres. Les médias traditionnels, les réseaux sociaux. Franchement, il y a tellement d'Américains qui se tournent vers X en ce moment. Elon Musk a tellement modifié l'algorithme que littéralement, leur fil d'actualité est inondé de discours pro-israéliens et pro-ukrainiens absurdes. La plupart des Américains n'ont pas le temps de creuser vraiment. Alors ils restent en surface. Ils se laissent influencer quand X les inonde d'un certain récit. Et au bout d'un moment, c'est comme dans la formule de Goebbels. À force de répéter un mensonge, les gens finissent par le prendre pour la vérité. C'est exactement ce qui se passe sur X. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi ce qui se passe dans les médias traditionnels. Mais au final, il y a une chose à laquelle on ne peut pas échapper, un portefeuille vide. Les mots ne remplissent pas le portefeuille. Les mots n'achètent pas les courses. Les mots ne mettent pas de nourriture sur la table. Les mots ne paient pas un crédit immobilier. Ils ne paient pas les factures. L'argent, oui. L'argent parle. Tout tourne autour de l'économie. C'est aussi simple que ça. Et Netanyahou l'a oublié. Israël veut désespérément que les États-Unis restent dans la région. Mais il semble, comme vous venez de le dire, que Donald Trump ne le souhaite pas. Je ne sais pas vraiment si c'est un calcul lié à l'économie américaine ou à la politique intérieure. Le calendrier est d'ailleurs très important. Il reste environ 2 ans et demi de présidence Trump, avec les élections de mi-mandat, puis plus tard l'élection présidentielle. Alors, restez engagés dans le conflit. Pensez-vous qu'il y a une possibilité d'un nouveau cycle de guerre entre l'Iran et les États-Unis? Non, pas avant les élections de mi-mandat. Mais le Congrès a déjà dit non à une nouvelle guerre. Vous n'avez pas vu ce que le Sénat a voté. Le Congrès en a fini avec cette guerre. Ils ne vont pas la financer. C'est une guerre stupide. Et en plus, on ne peut pas la gagner. Donald Trump sait très bien qu'on ne peut pas gagner. Alors, à quoi bon repartir pour un deuxième round? Le vrai problème, en ce moment, c'est que l'économie mondiale est en train d'étouffer. Parce que le détroit d'Ormuz ne fonctionne pas comme il devrait. Et s'il ne fonctionne pas comme il devrait, c'est à cause de la bêtise de Donald Trump. S'il relance une guerre,
le détroit d'Ormuz sera fermé. Alors, ce que vous dites, c'est une question d'économie ou de politique intérieure américaine. L'économie, c'est le seul facteur qui compte vraiment dans la politique intérieure des États-Unis. Au bout du compte, les Américains votent en fonction de leur portefeuille. Et ce que fait Donald Trump en ce moment, la raison pour laquelle ce protocole d'accord arrive maintenant, souvenez-vous, le même protocole dont on parle aujourd'hui, fin juin, avait été proposé à Donald Trump en avril. C'est exactement le même document. Rien n'a changé. Les Iraniens n'ont pas bougé d'un pouce. C'est les États-Unis qui ont dû se rallier à la position iranienne. C'est pour ça que je dis que Donald Trump a signé un document de reddition parce qu'il a dû céder. Pourquoi? Eh bien, le patron de Chevron a dit qu'on se dirige vers une situation d'approvisionnement en pétrole sans précédent dans l'histoire, quoi qu'il arrive, même si le détroit d'Ormuz rouvrait aujourd'hui. Pendant les 4 à 6 prochaines semaines, on va vivre une crise énergétique mondiale. Parce que même si on extrayait tout le pétrole du monde dès maintenant et qu'on le mettait sur des navires en route vers les raffineries, il ne commencerait à avoir un effet sur l'économie que dans un mois et demi. Et là, on est quasiment à zéro. Plus rien ne circule. Donc il va y avoir un impact et ça va provoquer d'énormes problèmes. Ce dont le président a besoin, c'est que, vers le mois de septembre, la reprise économique fasse juste un déclic. Parce que le peuple américain est stupide, plus bête que terre. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent qu'on a dans le portefeuille. Tant qu'on a assez d'argent pour s'acheter une pizza et quelques bières le vendredi soir après le boulot, on est content. Dieu bénisse le président. USA, on est les meilleurs. Vous voyez, on mange de la pizza, on boit de la bière, on passe un bon moment. Mais si le prix du pétrole augmente, que nos coûts d'énergie montent et que l'argent pour la pizza et la bière disparaît, à la fin de la semaine, on est malheureux et on cherche un coupable. On accuse la personne responsable des prix de l'essence trop élevés. Et cette personne, c'est Donald Trump. La responsabilité s'arrête ici. Harry Truman le savait. Donald Trump est en train de l'apprendre. Donc, il a besoin en septembre d'un rebond. Ce qui veut dire que le détroit d'Ormuz doit être ouvert maintenant. Tout de suite. Aujourd'hui. Parce que si on avance, on y est déjà. S'il repart en guerre, on va se retrouver à plat sur les approvisionnements énergétiques mondiaux et cette reprise n'arrivera pas avant novembre. Et là, ce sera trop tard. Novembre, c'est la clé. Il va perdre la chambre. Il vit dans un monde imaginaire où il pense qu'il ne va pas la perdre. Mais tu viens de mentionner la victoire de Mamdani à New York. Et je pense que ça va se reproduire un peu partout dans le pays. La marque républicaine, la marque MAGA, tu vois, ils ont leurs 30% qui ne bougeront jamais. Mais, vous savez, les 20%, les libertariens de RFK Jr., les libertariens de Tulsi Gabbard, eux, ils ne voteront pas Trump cette fois. Il les a trahis. Et beaucoup de partisans de MAGA ne voteront pas non plus pour lui, parce qu'il les a trahis. Donc vous voyez, Trump va perdre la Chambre des représentants, ce qui veut dire que son deuxième mandat sera entièrement consacré à la destitution. Ils vont l'impeacher encore et encore, sans arrêt. La seule planche de salut de Trump, c'est de garder le Sénat pour éviter d'être condamné. Parce qu'une condamnation, ce serait la fin de Donald Trump. Dehors, et sa marque disparaît. Et pour le narcissique ultime qu'il est, la seule chose qui compte pour lui, ce ne sont pas les Américains. Il se soucie de Trump, de la marque Trump. C'est selon lui la plus grande marque du monde. Eh bien, quoi qu'il arrive, je pense que la marque Trump disparaîtra en 2028. Que ce soit un républicain, un démocrate, peu importe qui gagne. Donald Trump sera le président le plus vite écarté de toute l'histoire des présidents écartés. Je veux dire, les Américains ne vont pas se retourner en disant « Ah, j'aimerais revivre l'époque de Donald Trump ».
Non, ils vont le qualifier de pire président de l'histoire des États-Unis, parce qu'il est le pire président de l'histoire des États-Unis. Mais c'est aussi l'un des hommes les plus corrompus qu'on ait jamais vus. Il a couvert ce pays de honte, et la marque Trump va s'effondrer. Ça va arriver quoi qu'il arrive. Mais Donald Trump, le narcissique et l'égomane ultime, tu vois, a créé un véritable culte de la personnalité. Du coup, les gens ont tendance à lui dire ce qu'il veut entendre. C'est bon, Monsieur le Président, vous allez traverser cette période. À la fin, la marque Trump sera toujours là. Le monde va vous adorer, l'Amérique va vous adorer. Vous êtes l'homme de la situation. Mais pour que ça marche, il doit d'abord survivre aux élections de mi-mandat. Et pour ça, le détroit d'Ormuz doit rester ouvert. Il ne va pas bombarder l'Iran. Il ne peut pas se le permettre. Bombarder l'Iran, pour quoi faire? On ne peut pas gagner. On a déjà essayé. Bombarder avec des armes à longue portée qu'on n'a pas. Les Iraniens, eux, ont des missiles. Ils l'ont prouvé. On ne peut pas les abattre. Ils l'ont aussi prouvé. Donc, il n'y aura pas de reprise de la guerre, parce que pour Donald Trump, ce serait littéralement se tirer une balle dans le pied. Il doit garder le détroit ouvert. Et c'est là-dessus qu'ils vont travailler. Mais ça ne veut pas dire que le protocole d'accord va être appliqué. Non, les États-Unis sont incapables de respecter un accord. Les Iraniens le savent. Ils le savent très bien. Dès le départ, les États-Unis ne tiendront jamais leurs engagements. Jamais. Ils en sont incapables. Mais l'Iran, lui, s'intéresse à sa propre survie économique. En Iran, c'est l'économie qui compte, tout simplement. Vous le savez. Depuis la fin de la guerre Iran-Irak, quand Rafsanjani a dit « Nous devons faire de la relance de l'économie notre priorité numéro 1 », pourquoi, à votre avis, a-t-il pris le commandement des gardiens de la Révolution pour en faire des entrepreneurs économiques? Parce qu'il était corrompu? Non. C'est parce qu'il avait sous ses ordres des gens fanatiques et qu'il devait les impliquer dans quelque chose qui fasse tourner le pays. Alors, le commandement des gardiens de la Révolution s'est lancé dans l'économie. Et aujourd'hui, ils y sont profondément impliqués. Ils ont besoin que l'économie fonctionne. Et elle ne peut réussir que si le pays est autorisé à commercer avec des partenaires importants, la Russie, la Chine et d'autres encore. Donc le compromis sera le suivant. Même si le protocole d'accord ne sera pas appliqué dans son intégralité, le détroit d'Ormuz restera ouvert. Et l'Iran sera autorisé à commercer avec suffisamment de pays pour relancer son économie. Les Iraniens comme les États-Unis accepteront cette zone grise d'activité, parce que les Iraniens savent qu'il leur suffit d'attendre. L'histoire de Benjamin Netanyahou sera jugée par le peuple d'Israël, et celle de Donald Trump aussi. À partir de janvier prochain, il sera paralysé. Les Iraniens n'ont qu'à attendre jusqu'en janvier. Donald Trump sera paralysé. Les États-Unis n'ont aucune envie de faire la guerre, et par défaut, ils obtiendront ce dont ils ont besoin. J.D. Vance, dans un de ses podcasts hier, je crois, il a raconté que l'homme qu'il interviewait lui avait demandé « Est-ce que vous saviez ce qu'était le détroit d'Ormuz et à quel point il était important avant de commencer cette guerre ?» Il a répondu « Oui, on savait ce que ça impliquerait, mais l'ampleur de ce qui s'est passé a dépassé ce qu'on imaginait. » Et l'autre point important, c'était la géographie de la région. Vous savez, quand on part en guerre, il faut comprendre la géographie. Et ça, les Américains ne l'avaient pas vraiment perçu. Mais moi, je pense qu'il ment, ou en tout cas qu'il ment effrontément. Oui, on le sait parce que pendant le premier mandat de Trump, même si J.D. Vance n'en faisait pas partie, tu te souviens, le drone Global Hawk a été abattu au-dessus du détroit d'Ormuz. À ce moment-là, Donald Trump voulait riposter contre la défense aérienne iranienne et il avait même ordonné une frappe aérienne. Plus de 100 avions étaient déjà en vol, prêts à bombarder. Ce n'est pas une invention.
Mais le point important, c'est que le Pentagone s'est tourné vers lui et lui a dit « Non, Monsieur le Président, si vous frappez la défense aérienne, ils vont entrer dans une logique d'escalade qui se terminera par la fermeture du détroit d'Ormuz et nous ne pourrons pas le rouvrir. » Et le Pentagone lui a expliqué la réalité du terrain, la géographie et ce qu'il faudrait vraiment pour que les États-Unis puissent ouvrir le détroit. Il faudrait entre 9 mois et 1 an et demi de mobilisation. Plus de 900 000 Américains devraient être mobilisés puis envoyés en Iran. Ce serait une guerre totale, parce que c'est ce qu'il faut pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Et le Pentagone a ajouté que même dans ce cas, la victoire ne serait pas garantie. Alors, le président n'a pas riposté. Il affirme qu'il l'a fait par empathie pour le peuple iranien, qu'il ne voulait pas tuer d'innocents. Non, il l'a fait parce que le Pentagone lui a dit qu'on ne pouvait pas gagner cette guerre. Donc, l'idée que Donald Trump et les gens autour de lui ne connaissaient pas les réalités du détroit d'Ormuz et la position géopolitique du pays, c'est absurde. Ces réalités ont justement pesé dans la décision de Trump de ne pas faire monter les tensions à la fin de son premier mandat. Donc, c'est un mensonge pur et simple. Le vrai problème ici, c'est Pete Hegseth. Pete Hegseth a dit « Je peux le faire. J'ai l'armée pour le faire. » Et Donald Trump est tellement stupide qu'il l'a cru. Et J.D. Vance, lui, est tellement inexpérimenté. Il faut comprendre que J.D. Vance était caporal. Il prenait des photos. Ce n'est pas un héros de combat aguerri. Ce n'est pas un officier. Je ne critique pas les marines engagés. Ce sont eux qui font battre le cœur du corps des marines. Mais il faut bien comprendre qu'un caporal n'a pas du tout la même vision des choses qu'un colonel, par exemple. Le caporal, lui, n'a pas de décision difficile à prendre. Il doit simplement obéir aux ordres, au niveau le plus bas possible. Il n'a pas à se soucier de la logistique, ni de la politique. Il n'a pas à se préoccuper de tout ce qui touche à la compétence tactique ou à l'efficacité opérationnelle. Donc J.D. Vance n'a pas cette expérience militaire fondamentale, de base qui permet d'évaluer les situations. Oui, il a fait sa formation initiale, oui, il a été testé, oui, il a mérité le titre de marine, et je le salue pour ça. Mais l'idée que l'expérience militaire de J.D. Vance lui donnerait, d'une manière ou d'une autre, la capacité de s'asseoir et d'évaluer la situation stratégique globale est complètement absurde. On ne lui a jamais demandé de faire ça. Et même aujourd'hui, il joue un rôle secondaire, celui de l'homme qui approuve simplement les décisions. Il a une certaine intuition politique, héritée de son ancien statut de superstar du mouvement MAGA. Il comprend que les Américains ne veulent pas de guerre sans fin. Il est assez intelligent pour le savoir. Mais il ne connaît rien aux subtilités de l'Iran, ni à la réalité de la guerre. Et si quelqu'un prenait la peine de lui poser des questions de suivi, on verrait très vite que J.D. Vance, c'est juste une coquille vide. Il ne sait littéralement rien sur les sujets dont il parle. On sait que l'opinion publique aux États-Unis a changé vis-à-vis d'Israël et que ce changement est plus fort que jamais. 73% des gens étaient contre la guerre au Moyen-Orient. Ils ont dit non à la guerre. Ils ne veulent pas de cette guerre. Mais vous voyez, 2 sections ont été définies récemment. L'une d'elles, la 224, parle de fusionner les armées américaines et israéliennes. Ils veulent les réunir. L'autre, c'est la 671 ou 662, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Et celle-là parle de fusionner les 2 services de renseignement. Je ne sais pas si Israël fait partie des Five Eyes ou s'ils n'en font pas partie. Alors, ce qu'ils veulent, c'est parce que les Five Eyes, c'est une alliance de renseignement entre 5 pays. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. Israël n'en fait pas partie.
mais ils cherchent à se rapprocher des avancées américaines, surtout dans le domaine militaire, et aussi du renseignement, ce qui est important. Et récemment, on a appris dans les grands médias, notamment dans le Wall Street Journal, si je ne me trompe pas, que des Israéliens espionneraient les États-Unis. Alors comment concilier tout ça? D'un côté, on voit des gens qui essayent d'impliquer les États-Unis dans les affaires israéliennes et dans ces guerres sans fin. Et de l'autre, on voit l'opinion publique qui, elle, va dans le sens inverse. D'abord, je ne vois aucune de ces deux lois être adoptée. Vous savez, la CIA connaît Jonathan Pollard et elle sait très bien ce que font les Israéliens. Ils comprennent qu'Israël représente aujourd'hui la plus grande menace en matière de renseignement pour les États-Unis et pour le monde. Israël espionne davantage l'Amérique que n'importe quel autre pays. Et sur le plan militaire, encore une fois, il y a d'abord des questions constitutionnelles. Ce n'est pas parce que le Congrès vote une loi qu'elle est forcément constitutionnelle. Au bout du compte, Israël reste une nation étrangère. Ça n'arrivera tout simplement pas. C'est juste la stupidité du camp pro-israélien au Congrès qui propose ce genre de législation. Ça ne passera jamais. Je ne vais pas perdre le sommeil à cause de la stupidité. Le Congrès a déjà proposé des choses stupides par le passé, mais là, c'est fondamentalement anti-américain. Le peuple américain n'en voudra pas. Nous ne sommes pas Israël. Et franchement, c'est une très grosse erreur de la part des partisans de ces deux lois. Parce que quand on commence à ouvrir ce genre de débat, comme il faut le faire avant des votes de cette nature, on en arrive à vouloir laisser Israël entrer dans les coulisses du renseignement et leur donner accès à tous nos secrets. Alors qu'Israël est, en matière d'espionnage, la principale menace pour les États-Unis. C'est complètement idiot. Vous savez, Jonathan Pollard a volé le manuel qui contrôle tout notre système, celui qui suit toutes les fréquences qu'on surveillait du point de vue du renseignement. Et ensuite, les Israéliens ont vendu ça aux Russes, enfin, aux Soviétiques, pour faire sortir plus d'immigrants. On voulait laisser ces gens passer derrière la porte verte. Mais ça, c'est pas une discussion qu'ils veulent avoir avec le grand public. Parce qu'au fond, le public est plus pro-américain que pro-israélien. Et c'est pareil pour la défense. Les gens doivent comprendre que l'armée israélienne et l'armée américaine, c'est pas la même chose. Ils ont de bons pilotes de chasse, oui, mais c'est pas la même armée. Je leur accorde ça. Mais, tu sais, leurs forces terrestres sont nulles. Si la moitié de leurs troupes devaient servir dans l'armée américaine, elles ne seraient même pas qualifiées. La moitié ne passerait pas les tests physiques du corps des marines. En fait, ce sont des réservistes, des conscrits. Ils ont bien quelques cadres professionnels, mais la majorité de leurs combattants sont des appelés qui servent 2, 3 ans, parfois 1 an et demi. On ne forme pas un vrai soldat professionnel en si peu de temps. Ces gens-là ne le deviennent pas. Et on a bien vu la perte de discipline quand ils sont entrés à Gaza. Franchement, ils ne sont pas très bons. Ils ne sont tout simplement pas très bons dans ce qu'ils font. Voilà. Vous voulez intégrer ça avec les États-Unis? C'est de la stupidité à l'état pur. Vous savez, Israël a des forces spéciales de très haut niveau, c'est vrai. Mais quand on parle du soldat israélien moyen, il n'est pas au même niveau que les Américains. Et ce sont des étrangers. Oui, des étrangers. Je ne dis pas qu'ils sont hostiles, mais ils ne se soucient pas de l'Amérique. Ils prétendent le contraire, ils mentent, ils disent qu'ils s'en soucient, mais on connaît leurs véritables intentions. Et vous savez qui connaît leurs véritables intentions? Les services de renseignement, ceux qui surveillent tout ça en permanence. Donc je ne pense pas que ce soit une discussion que le camp pro-israélien ait vraiment envie d'avoir avec le peuple américain. Mais ce sont eux qui proposent ces lois. Voyons jusqu'où ça ira.
Nous avons eu le Pakistan avec le Qatar, qui jouait les médiateurs entre l'Iran et les États-Unis, en Suisse. Et dans la région, hier, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu au Pakistan pour parler d'une nouvelle architecture de sécurité régionale. Il s'agit de l'Arabie saoudite, de la Turquie, du Qatar, du Pakistan, tous en train de se rapprocher. Vous pensez que, enfin, il faut se souvenir du changement immense depuis la guerre. Vous savez, avant le 7 octobre. Je crois que le 7 octobre restera dans l'histoire comme le moment où les gouvernements de la région ont complètement changé leur façon de voir Israël. Nous avons eu, bien sûr, la normalisation d'Abraham entre Israël, la Turquie et l'Arabie saoudite. Mais vous voyez, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Même sous l'administration Trump, ce n'était déjà plus pareil. La région essaie de se redéfinir, de se remodeler, pour s'habituer d'une certaine façon à la nouvelle réalité du détroit d'Ormuz. Cela ne veut pas dire que l'Arabie saoudite va devenir un vassal de l'Iran, ni que l'Iran cherche à les dominer. Il s'agit plutôt de mettre en place une nouvelle architecture de sécurité pour la région. Les pays se rapprochent, ils se parlent, ce qui n'était pas le cas auparavant. Quelle est votre lecture de cette évolution? Encore une fois, il faut regarder ça dans la durée. Vous savez, la doctrine Carter, qui a été invoquée à la fin des années 70 après l'invasion soviétique de l'Afghanistan, c'était en quelque sorte un pacte avec le diable pour les États arabes du Golfe. En gros, il garantissait à l'Amérique l'accès et la capacité de contrôler les approvisionnements mondiaux en énergie, surtout en Arabie saoudite, en développant les champs pétroliers saoudiens pour pouvoir surproduire du pétrole à la demande. Si les États-Unis avaient besoin de plus de pétrole, ils pouvaient aussi réduire la production pour aider à contrôler le marché. En échange, les États-Unis garantissaient leur sécurité. Et tout dans cette relation, je veux dire, quand le commandement central, qui est le principal commandement militaire responsable de la région, a plus d'influence que l'ambassadeur américain, ça montre clairement quelles sont les priorités. Ça a toujours été une question de sécurité, 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 sécurité. Et la façon dont on a présenté, tu sais, le croissant chiite, eh bien, il fallait créer le pendant sunnite pour contenir le reste de l'expansionnisme. On leur a vendu des réseaux intégrés de défense aérienne. On a parlé de la manière dont on allait leur fournir le même équipement et que tout ça serait intégré dans un seul bouclier capable de repousser les missiles iraniens. Et derrière, il y a la puissance de l'Amérique, prête à foncer pour vous sauver. La cavalerie américaine arrive, mais au final, aucun de ces systèmes de missiles n'a fonctionné comme promis. Tout était un mensonge, tout était une imposture. Et la cavalerie, en réalité, c'est le 7e régiment de cavalerie commandé par le général Custer après la bataille de Little Big Horn. Le général est mort, la cavalerie a été massacrée et personne ne viendra les sauver. Les États arabes du Golfe l'ont compris. Ils ont reconnu cette réalité. Et tout le monde l'a reconnu aussi. Tous ceux qui dépendaient de l'idée d'une hégémonie américaine, de la suprématie militaire des États-Unis, censée durer dans le temps. Tout ça vient d'être révélé comme un mensonge. Alors, ils s'adaptent à cette nouvelle réalité. Vous avez raison. Ce n'est pas que l'Arabie saoudite et les États arabes du Golfe vont se mettre à genoux devant l'Iran. L'Iran ne le veut pas non plus. Ce qui va se passer, en réalité, c'est qu'ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas laisser des puissances extérieures, comme les États-Unis, imposer une vision manichéenne du type « nous contre eux ». La réalité, c'est que tout le monde doit apprendre à vivre ensemble. Le détroit d'Ormuz en est la preuve. C'est un passage stratégique, un goulet d'étranglement par lequel le pétrole doit transiter. L'Iran a déjà dit qu'il pouvait en prendre le contrôle à tout moment. Ce qu'il faut maintenant, c'est un nouveau cadre de sécurité, dans lequel la sécurité de l'Iran et celle des autres soient liées. Ainsi, il n'y aurait plus aucune raison
pour l'Iran de le fermer. Mais la seule façon d'y parvenir, c'est d'éliminer la force la plus déstabilisatrice de la région, les États-Unis. Donald Trump a essayé d'utiliser la Syrie contre le Liban. Il a même dit que Benjamin Netanyahou devait tirer des leçons de la Syrie, qu'il pouvait faire quelque chose de similaire. Et puis, on a eu ce Syrien, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une prison, mais le type, Al-Jolani, est sorti en disant « Je n'ai aucune raison d'attaquer le Liban. Qu'est-ce que j'y gagnerais? On n'a pas besoin de faire ça. » Et pour le Liban, il faut parler avec toutes les parties. Il faut parler avec le Hezbollah, avec le gouvernement. Ce qui était vraiment étrange hier, c'est qu'on a vu le président du Liban déclarer qu'il n'y aurait aucune forme de paix tant qu'Israël ne se retirerait pas totalement du Liban. Ce type, vous le connaissez, il est complètement lié aux États-Unis. Et pourtant, il parle comme ça. Quel message vous tirez de ce genre de déclaration? Encore une fois, les États-Unis ont perdu la guerre. Pourquoi les gens n'arrivent-ils pas à comprendre ça? On n'a pas gagné. Et pourtant, on essaye d'imposer des conditions de reddition à ceux qui, eux, ont gagné la guerre. Et je pense que maintenant, on voit ça du côté des États arabes du Golfe. Ce n'est pas comme s'ils étaient fascinés par l'Iran, pas du tout. Mais ils comprennent la réalité. On a un président libanais qui n'aime pas le Hezbollah. On peut retrouver ses déclarations quand il disait que le Hezbollah devait se démanteler et que les forces armées libanaises allaient combler le vide. Mais aujourd'hui, il est confronté à un fait. Israël agit comme une puissance hors de contrôle, déterminée à anéantir le Liban, quoi qu'il arrive. Et les États-Unis, eux, sont incapables de s'entendre sur quoi que ce soit. Alors, il doit faire face à la réalité. Le Hezbollah existe. La réalité du Hezbollah, c'est que vous savez, il incarne l'idée que la souveraineté libanaise compte plus que la sécurité israélienne, ou au moins autant. Et c'est une réalité à laquelle le président libanais participe désormais. Il s'est humilié en rencontrant Thomas Barak et Israël pour négocier un accord de paix complètement déséquilibré, à sens unique. Il s'est humilié, oui. Il a montré qu'il se moque de la souveraineté du Liban. Et la vérité, c'est qu'il s'en moque vraiment. Le peuple libanais le voit bien parce qu'Israël bombarde Beyrouth. Et ce personnage pathétique, pendant un moment, continuait à accuser l'Iran et le Hezbollah sans jamais blâmer Israël ni les États-Unis. La position qu'il affiche aujourd'hui, c'est simplement le reflet de la réalité. Qu'Israël doit quitter le Liban. C'est ça le fond du problème. C'est comme ça que cette question se résout. Israël doit partir du Liban. Et encore une fois, je veux juste rappeler à votre public, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont un peu oublié l'histoire. Le Hezbollah a déjà battu Israël. En 2000, Israël a dû quitter le Liban parce qu'ils avaient perdu face au Hezbollah. Aujourd'hui, Israël est en train de perdre à nouveau contre le Hezbollah. Regardez le champ de bataille. Ça ne se passe pas bien pour eux. Et Israël quittera encore une fois le Liban parce qu'ils auront perdu. Ils ne peuvent pas tenir comme ça. Et je pense que le président libanais commence lui aussi à comprendre cette nouvelle réalité. Encore une fois, il n'y a pas de 7e cavalerie qui va surgir par-dessus la colline pour sauver le Liban. La 7e cavalerie est à Little Big Horn, morte. Custer est mort. Il n'y aura pas de trompettes qui sonneront. Et je pense qu'il y a aujourd'hui cette prise de conscience qu'il faut un nouveau monde, un nouvel ordre. Et le Hezbollah, c'est une réalité. La meilleure façon de désarmer le Hezbollah, c'est de libérer tout le territoire libanais. À ce moment-là, le Hezbollah perd sa légitimité. Le Hezbollah, en tant que milice, n'existe que parce qu'Israël n'a pas évacué le Liban. Quand Israël évacuera l'ensemble du Liban, y compris les fermes de Sheba, qui étaient au cœur des différents précédents. Alors le Hezbollah, qui n'est plus seulement un mouvement de milices, mais aussi un parti politique reconnu au Liban, devra admettre que le temps des milices est révolu
et le Hezbollah devra soit se dissoudre, soit être intégré à l'armée libanaise et agir au nom du Liban dans son ensemble. C'est ça, la voie à suivre. Je pense que si Israël se retire complètement du Liban, c'est la voie à suivre pour le Liban. C'est la seule voie possible. C'est la seule voie possible. Mais ça ne pourra arriver que si Netanyahou s'en va. Au fond, cet homme a créé tellement de problèmes pour Israël et pour la région. Et je pense que son temps est presque écoulé. Vous disiez tout à l'heure que c'est un génie. Et c'est vrai qu'il a montré un incroyable talent politique pour rester au pouvoir. Mais il ne tiendra plus très longtemps. Sa fin approche, d'une manière ou d'une autre. Et franchement, je pense qu'il y a plus de chances qu'il soit renversé, arrêté, jugé et emprisonné que de le voir mourir en fonction ou succomber à la maladie qui ronge son corps. Je pense qu'il n'a jamais imaginé que son objectif principal, depuis des décennies, depuis 40 ans, cette guerre contre l'Iran, deviendrait ce qui détruirait sa position en Israël. Parce qu'il voulait être, tu sais, une figure majeure de l'histoire israélienne. Il voulait être cet homme qui a sauvé Israël, qui l'a fait progresser. Ces jours-là sont révolus. C'est fini. Et Donald Trump regarde ce qui est arrivé à Bibi Netanyahou. Il comprend que cet homme, qui s'est battu si longtemps pour laisser l'image du sauveur d'Israël, va finir comme l'un des personnages les plus détestés de la politique israélienne, condamné comme criminel. Donald Trump comprend que ce sera aussi son destin, s'il ne change pas. En fait, ce sera son destin quoi qu'il fasse. Je ne pense pas que Donald Trump ait une bonne fin. Cet homme est trop corrompu, trop mauvais dirigeant. Il a tellement maltraité l'Amérique. Il va tenir encore 2 ans, mais il ne survivra pas à ce qu'il attend après 2028. En gros, son destin sera celui de Bibi Netanyahou. Il sera traqué, criminalisé, et tout son héritage sera entaché par les fautes qu'il a commises. On a un nouveau rapport, je crois que c'est de Reuters, qui vient de sortir, et qui parle de ce que l'ONU a dit à propos du génocide à Gaza. On sent bien qu'il y a un changement, même dans les grands médias. Tout commence à se retourner contre Benjamin Netanyahou et contre les Israéliens, parce qu'on veut leur imposer une forme de restriction. Tu penses que ce serait pareil s'ils se retiraient du Liban? Imaginons que ça arrive. Soyons totalement positifs, optimistes là-dessus. Mais est-ce que tu crois qu'ils subiraient ensuite des pressions de la Turquie pour se retirer complètement de Syrie? Oui. Le Grand Israël, c'est fini. L'expérience du Grand Israël est terminée. Israël va se replier sur ses propres frontières, et ces frontières seront redessinées pour refléter une nouvelle réalité qu'on appellera l'État de Palestine. Ben Gvir a perdu. Vous savez, ils ont tous perdu. Il faudra un peu de temps avant que la défaite ne se voie complètement. Mais au bout du compte, Israël, il n'y aura plus de Grand Israël. Israël se retirera à l'intérieur de ses frontières, quelles qu'elles soient, et ensuite, il luttera simplement pour sa survie. Tout se joue sur l'économie. Aujourd'hui, Israël n'est pas économiquement viable. Et si Israël ne parvient pas à inverser la tendance, à relancer une forme de croissance économique, mais cette croissance ne peut venir qu'avec la stabilité. Et cette stabilité ne peut exister que si Israël normalise ses relations avec le reste du monde. Or, aujourd'hui, le monde condamne Israël comme un État génocidaire. Donc oui, la pression va s'intensifier sur Israël. Il n'y aura plus de présence israélienne en Syrie. Le plateau du Golan sera évacué et Gaza deviendra la Palestine. Scott, tu es allé en Russie ces 3 dernières semaines. Tu étais sur place. Tu as parlé avec eux. Tu as ressenti la Russie de l'intérieur. Comment perçoivent-ils la situation en Asie de l'Ouest? Et comment voient-ils cette nouvelle structure de sécurité?
En quoi cela pourrait-il être bénéfique pour la position de la Russie et de la Chine, peut-être? Eh bien, tout d'abord, il n'y a plus vraiment d'architecture de sécurité aujourd'hui. Celle qui existait avant était dominée par les Américains. Les Russes ne font absolument pas confiance aux États-Unis. Zéro confiance. Pas seulement à cause de la façon dont l'Amérique a traité la Russie, mais aussi parce qu'ils ne lui font pas confiance sur la question de l'Iran. Du coup, tout est en mouvement, tout est incertain. Ce qu'on voit, c'est la Russie et la Chine qui travaillent avec l'Iran pour créer une nouvelle réalité en dehors du champ de contrôle des États-Unis. Les États-Unis se sont rendus diplomatiquement insignifiants et militairement impuissants. Et qu'est-ce qu'il reste? Le vent chaud de Donald Trump. La Russie n'en a plus rien à faire. À une époque, oui, c'était différent. Le concept d'anchorage, vous savez, l'esprit d'anchorage, c'était quelque chose de réel, qui résonnait au plus haut niveau. Aujourd'hui, vous savez, on entend le président dire qu'il a été trompé par Donald Trump. On entend Lavrov dire que c'est mort, et c'est la réalité. Donc, on ne peut pas avoir les Russes qui disent ça à propos des États-Unis sur la façon dont Washington traite la Russie. Et tout à coup, les mêmes Russes diraient « Mais on peut faire confiance aux États-Unis sur l'Iran. » Non, les États-Unis ne sont pas une voix crédible. Ils ne l'ont jamais été sur la question iranienne. Barack Obama, quand il parlait du JCPOA en avril 2015, 3 mois avant que l'accord n'entre en vigueur, disait à NPR que les États-Unis n'iraient pas jusqu'au bout du JCPOA si les clauses de temporisation arrivaient à leur terme. Les États-Unis n'ont jamais imaginé un moment où l'Iran pourrait avoir un enrichissement illimité, une puissance nucléaire sans limite. Le JCPOA, c'était un mensonge, un vrai mensonge. Les Iraniens le savaient quand ils l'ont signé, et ça a été prouvé. C'est pour ça que vous savez, quand Donald Trump s'est retiré du JCPOA, c'était sans doute l'acte le plus honnête qu'un président américain ait jamais fait. Parce qu'en gros, il a dit « Non, on ne va pas faire ça ». Mais maintenant, on se retrouve dans une situation où, franchement, il ment à leur sujet. Allez, soyons sérieux. L'un des points essentiels de ce mémorandum d'entente actuel, c'est que les nations ne doivent pas se menacer entre elles, ni menacer d'utiliser la force pour obtenir ce qu'elles veulent. Donald Trump, tout ce qu'il fait, c'est menacer les gens. Donc non, là-bas, en Russie, ils ont perdu confiance dans les États-Unis. Et c'est difficile en tant qu'Américain d'être là-bas, parce qu'on a envie de dire « Hey, il y a encore de l'espoir dans le peuple américain, vous savez. » Mais combien de fois peut-on leur répéter ça? Leur dire d'attendre que les Américains se ressaisissent, alors qu'en réalité, le peuple américain, en ce moment, semble incapable de le faire. Je veux dire, on continue à croire aux mensonges sur ce qui se passe en Russie, à cette russophobie, et on continue à tolérer le soutien à l'Ukraine. Je veux dire, qu'est-ce que Zelensky doit encore faire de plus? Sortir le corps d'Andriy Melnik, un membre de l'Organisation des nationalistes ukrainiens, un tueur de masse, génocidaire, antisémite, et ensuite ramener son corps, l'enterrer avec tous les honneurs militaires et renommer des unités en son honneur. Melnik, un nazi meurtrier, un vrai voyou. Et les Américains disent « c'est pas grave, c'est juste un détail ». Non, c'est pas un détail. C'est ça l'Ukraine. Ce n'est pas une démocratie. C'est une dictature brutale, dont la seule façon de rallier du soutien, c'est de s'appuyer sur la même idéologie que l'Allemagne nazie. Allez, l'Amérique, où est ta fierté? Vous ne vous souvenez pas d'avoir fait la guerre contre les nazis? Le débarquement? Vous ne vous souvenez de rien? Ou bien vous avez tout oublié? Ou peut-être que vous n'avez jamais su. Je pense que sur le plan diplomatique, l'administration Trump a été une véritable catastrophe. Regardez ce qui se passe entre la Russie et les États-Unis, entre l'Iran et les États-Unis. En gros, ils discutent à deux, et aucun des deux n'est diplomate.
aucun ne comprend vraiment où se situe le problème. Prenez l'exemple de l'Ukraine ou du Proche-Orient. Ils soutiennent essentiellement la position israélienne. Ils soutiennent, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et au final, est-ce qu'il y a vraiment un débat en Russie quand on a quelqu'un comme Lavrov qui sait ce qu'est la diplomatie et qu'on se retrouve à devoir négocier avec, par exemple, Kirill Dmitriev? Ce n'est pas un problème du côté des Russes. Le problème vient des États-Unis, parce qu'ils ont envoyé deux types qui ne connaissent rien à la diplomatie. Franchement, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, ni de la façon dont ça fonctionne. Et regardez même leurs réunions. Ils ne prennent même pas de notes sur ce qui se passe, sur les points essentiels. Ils se contentent de parler, et leur compréhension, c'est ça qui va être transmise à Donald Trump. Voilà toute l'histoire. Et ces gars-là, ils sont censés être sérieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un en Russie qui parle de ce genre de failles, de ces problèmes avec les États-Unis? Bien sûr, mais ils ne parlent pas de Wolkoff et de Kushner, parce qu'ils n'ont tout simplement aucune importance. Franchement, on parle de deux personnes qui ne comptent pas. La seule personne qui s'intéresse à Wolkoff et à Kushner, c'est Kirill Dmitriev, qui commence d'ailleurs à changer un peu d'attitude. Mais il reste encore dans son monde, à croire que les affaires et l'économie pourraient, d'une manière ou d'une autre, relancer les relations entre les États-Unis et la Russie. Sauf que Vladimir Poutine, son patron, a clairement dit que Donald Trump l'avait trompé. Donc disons que le voile est tombé. Lavrov a déclaré que l'esprit d'Anchorage était mort. Dmitry Uchakov, le conseiller, dit la même chose. L'idée de relations stables entre les États-Unis et la Russie repose toujours sur l'hypothèse que la guerre en Ukraine pourrait se résoudre par une négociation, où l'engagement économique américain avec la Russie servirait en quelque sorte de garantie de sécurité. Mais Lavrov vient de dire que tout ça se décidera sur le champ de bataille, pas à la table des négociations. Donc, la fenêtre d'opportunité pour les États-Unis est fermée. Donald Trump, lors du sommet du G7, a clairement affiché ses intentions. Il veut fournir à l'Ukraine des armes à longue portée pour qu'elle puisse frapper Moscou. Ce n'est pas le genre de choses qu'on dit quand on veut être ami. Il veut étrangler l'économie russe en s'attaquant à l'énergie. Là encore, ce n'est pas ce qu'on dit quand on veut être ami. La Russie connaît la vérité. Elle sait qui est l'ennemi. Elle va continuer à parler avec Kushner et Wolkoff, parce que parler, c'est toujours mieux que ne pas parler. Ça crée au moins la possibilité que quelque chose se passe. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais au moins, il y a une chance, parce qu'il y a du dialogue. Sous Biden, il n'y avait pas de dialogue. Quoi qu'il en soit, c'est une situation très dangereuse. Donc, même si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, le fait est, ils sont en train de dialoguer. Ces types qui ne prennent pas de notes peuvent revenir et murmurer quelque chose à Trump. C'est une forme de communication. Et Trump, lui, décroche le téléphone et parle à Poutine de temps en temps. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il parle à Poutine, Trump a un bref moment de lucidité, comme si la réalité le rattrapait. Mais Sergei Lavrov vient de dire que les armes nucléaires sont sur la table. Il ne bluffe pas. Il ne bluffe vraiment pas. C'est le sentiment en Russie en ce moment. Vladimir Poutine l'a clairement dit au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Sa priorité, c'est la stabilité économique et la croissance. Il ne laissera pas la guerre en Ukraine définir l'avenir de la Russie. Mais si tout ce que veut l'Occident, c'est la guerre, alors c'est ce qu'il aura. Et maintenant, Vladimir Poutine a ordonné à l'armée russe de se préparer à faire la guerre contre l'Occident. C'est un tournant majeur, et on voit le peuple russe commencer à évoluer dans le même sens. J'ai passé beaucoup de temps dans le Donbass, à Zaporizhia, à enquêter sur la guerre des drones et ce genre de choses.
La propagande qu'on nous sert sur les réseaux sociaux, sur X, enfin, Elon Musk a mis en place un algorithme qui permet aux blogueurs pro-ukrainiens d'inonder les fils d'actualité, tout comme les blogueurs anti-russes, anti-iraniens ou pro-israéliens. Du coup, la personne moyenne qui arrive sur son fil, qui fait juste défiler, elle se retrouve submergée par des bêtises, des mensonges absolus, bref, des déchets. Mais ils n'iront pas en Russie pour voir par eux-mêmes. Vous savez, Moscou a été frappé, 500 drones sont arrivés, à peu près 8 ont réussi à passer. Le même jour, les habitants de Moscou continuaient à vivre normalement. Aucun impact sur eux. Bon, il y a eu un petit désagrément. Un ou deux types ont dit « Oh mon Dieu, il pleut noir sur nous ». Et là, la BBC en fait un titre comme si Moscou baignait dans la boue noire. Non, Moscou baigne dans la vie quotidienne. Et les gens y vivent plutôt bien d'ailleurs. Oui, il y a des difficultés économiques à cause de tout ça. Le prix de l'essence a temporairement augmenté de quelques roubles, ce qui gêne un peu, vous savez, ceux qui mènent une vie de club privé. Mais le prix redescendra. À Zaporizhia, l'électricité est coupée dans la ville, l'eau aussi. Mais ce n'est pas la première fois que ces gens vivent ça. On oublie souvent qu'on parle de personnes qui sont en guerre depuis plus de 12 ans. Eux, ils savent ce que c'est, la guerre. Et ces gens-là, ils ne lâchent rien. Les habitants du Donbass. Enfin, regardez, je porte leur t-shirt « Construit sous le feu ». C'est leur devise. On est construit sous le feu. Vous pensez pouvoir nous vaincre? On a été forgés dans le feu. 12 ans. Ceux qui étaient des enfants en 2014 sont des adultes aujourd'hui. Et tout ce qu'ils connaissent, c'est la guerre. Et ils ne vont pas se rendre aux Ukrainiens parce qu'ils les connaissent mieux que quiconque. Ils connaissent l'idéologie haineuse des nationalistes. Alors la Russie est là pour gagner. La Russie n'est pas, disons, affaiblie au point de tomber à genoux. Ils ont subi 27 millions de pertes face aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont perdu des vies entières, des régions entières. Ils sont quand même sortis vainqueurs. Vous savez, Vladimir Poutine a dit « Nous n'avons même pas encore commencé à utiliser tout notre potentiel ». Et d'ailleurs, ils sont en train de gagner. Les gens ont tendance à l'oublier. On voit une vidéo d'un réservoir de pétrole qui explose, le couvercle qui s'envole dans les airs, et on se dit « Mon Dieu, la Russie est en train de perdre la guerre ». Non, non, non. Regardons le champ de bataille. Regardons Konstantinovka, qui est en train de tomber. Ils avancent sur Sloviansk. Le Dnipro tombera d'ici la fin de l'été. Le Donbass sera totalement libéré. Zaporizhia, ce front ne peut pas tenir si le Donbass, si la ceinture urbaine tombe. La Russie est en train de gagner sur le terrain. C'est un combat difficile. C'est l'autre chose qui est devenue évidente. Je veux dire, vous ne trouverez pas un seul soldat russe qui dise « Oui, les Ukrainiens, ils fuient comme des chiens, on les a mis en déroute ». Non, tous disent « Ils se battent dur ». C'est vraiment un combat acharné. Et les drones, c'est rude. J'ai été traqué plusieurs fois par des drones ukrainiens. Assez intéressant d'ailleurs. Mais bon, je m'en suis sorti. Le truc, c'est que ces gens-là, eux, ils le vivent encore aujourd'hui. Leurs stations-service sont détruites, leurs camions-citernes explosés, leurs voitures, leurs camions, tout est soufflé. Et pourtant, ils sont toujours là. Ils continuent de se battre et ils n'abandonneront jamais. Et l'Ukraine s'effondre. Les gens n'en parlent tout simplement pas. Il y a en ce moment une énorme campagne de propagande, entièrement centrée sur les drones. Les drones. Les drones. Mais personne ne parle de ce qui se passe en dessous de tout ça. L'économie ukrainienne n'est pas une économie qui fonctionne. Elle ne peut tourner que si elle est entièrement financée par des ressources extérieures. Et c'est pour ça que Zelensky court partout en racontant des mensonges sur les grandes victoires qu'il aurait remportées. Il appelle les attaques de drones des sanctions à longue portée. Mais elles n'ont pas d'impact significatif. Oui, elles ont un certain effet, c'est indéniable,
mais elles n'ont pas d'effet existentiel sur la capacité de la Russie à survivre en tant que nation ou à poursuivre cette guerre. Et l'autre chose que j'ai constatée quand j'étais en Russie, c'est que pour chaque problème, il y a une solution. Et à tous ceux qui pensent que cet avantage des drones ukrainiens va durer encore longtemps, je vous le dis, vous ne connaissez pas les Russes. Moi, je les connais, les Russes. Et je sais un peu ce qu'ils sont en train de faire pour répondre à ça. Vous allez voir, bientôt, des choses vont se produire. Je ne peux pas prédire l'avenir, bien sûr, et je ne fais pas la politique de la Russie. Mais je peux dire ceci. Starlink a été identifié comme l'un des principaux problèmes auxquels la Russie est confrontée aujourd'hui. Et il existe plusieurs réponses possibles. Aucune d'entre elles n'étant bonne pour Elon Musk ni pour l'avenir de Starlink. On vit par l'épée, on meurt par l'épée. Si Elon Musk veut transformer Starlink en arme, alors la Russie traitera Starlink comme une arme. Et le monde entier en subira les conséquences. Parce que quand on retire quelque chose comme Starlink, concrètement, ça provoque un effet en cascade. Le monde doit comprendre qu'il y aura des répercussions sur les télécommunications mondiales à cause de l'enthousiasme avec lequel l'Occident soutient les meurtres de civils russes par l'Ukraine. C'est tout ce qui se passe ici. Leur action n'a pas d'impact réel. La guerre est sanglante, ça ne fait aucun doute. Mais ces sanctions à longue portée, dont Zelensky est si fier, ne font que tuer des civils russes innocents. Je pense que Starlink, c'est énorme, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on sait déjà quel impact elle peut avoir. Et Starlink, c'est pareil, l'impact est immense. On l'a vu dans le cas de l'Iran. Starlink a été utilisé pour déstabiliser, pour manipuler la société, pour faire sortir les gens dans la rue, pour gérer les émeutes à grande échelle. Dans le cas de la Russie, ils l'utilisent aussi. À l'origine, c'était censé être utilisé d'une certaine manière. Mais est-ce qu'ils vont redéfinir ça? Est-ce qu'ils vont mettre en place des mesures de sécurité pour limiter la façon dont Starlink fonctionne? Parce que la Russie, elle a la capacité de frapper des cibles. Beaucoup de gens savent que la Russie est aujourd'hui l'un des pays les plus responsables au monde et qu'elle croit au droit international. Mais la Russie ne va pas rester là, à encaisser les coups sans rien faire. En ce moment, Elon Musk agit comme s'il pouvait faire tout ce qu'il veut. J'ai vu deux options possibles pour la réponse russe à Starlink. Et dans les deux cas, ce serait fatal pour Starlink. Fatal pour Starlink. Fatal pour Starlink. Les Russes ne veulent pas en arriver là, parce qu'il y aurait des conséquences. Je veux dire, ce serait dévastateur pour les télécommunications mondiales, y compris pour celles de la Russie. Mais la Russie ne va pas rester les bras croisés pendant qu'Elon Musk fait ça. Alors Elon, si tu regardes, arrête. Arrête. Termine ça. Eric Schmidt, arrête de financer les Hornets. Je le prends personnellement. Quand deux Hornets me foncent dessus, je te jure, Eric Schmidt, je vais te retrouver. On se verra dans un bar, je t'offrirai une bière, et ensuite je t'éclaterai la figure, parce que t'as essayé de me tuer. T'as essayé de tuer un citoyen américain. Tu sais, je n'étais pas intégré à l'armée. Vous m'avez pris pour cible alors que j'étais dans une voiture civile sur une autoroute. Et comme vous ne m'avez pas eu, ça veut dire que maintenant, vous visez d'autres Russes, des civils, qui roulent sur une autoroute. T'es juste un assassin, un sac à merde. C'est ça, la réalité. Et les Américains doivent se réveiller. Faut arrêter d'acheter des actions Google. Faut faire s'effondrer l'économie de Google. Parce qu'ils tuent. Ils tuent des enfants. Ils commettent des crimes. Ils violent la loi américaine. Tu sais, c'est illégal de fournir un soutien matériel au terrorisme. Et ce que les Ukrainiens font contre le peuple russe, c'est un acte de terrorisme. Clairement.
Starlink a aidé les drones qui ont frappé le collège de Starobilsk, tuant 21 étudiants dans leur sommeil. Starlink, l'intention est évidente. Cette technologie D2C qu'ils utilisent maintenant pour les drones longue portée, tu vois, c'est le fameux truc de Starlink. Oh, c'est génial, ça aide les gens à communiquer partout dans le monde. Mais tout ça va finir, Elon. Parce que, tu sais, cette petite constellation de satellites là-haut qui te permettent de connecter, d'envoyer un faisceau laser et de communiquer avec d'autres satellites, tu l'utilises maintenant pour faire communiquer des drones et contourner la sécurité. On sait ce que tu fais, Elon. Ce n'est pas un secret. Espèce de salaud. Et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter violemment. Tous les investissements que tu as faits vont disparaître, à moins que tu ne t'arrêtes. Scott, si des tensions s'aggravent entre la Russie et l'Europe, quelle serait la réaction de l'administration Trump? Comment tu vois l'impact que ça pourrait avoir? Parce qu'en ce moment, ils produisent beaucoup de drones pour les Ukrainiens. Et tu as demandé quel est le résultat de ces drones, parce qu'ils s'en servent contre des civils en Russie. La patience de la Russie n'est pas infinie. Je veux dire, Vladimir Poutine a clairement dit qu'il ne laisserait pas cette guerre définir l'avenir de la Russie. Vous savez, l'une des choses que j'ai apprises en étant en Russie, j'ai fait une présentation au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui a provoqué un peu de controverse parce que j'ai comparé l'Europe à un chien enragé. Et j'ai cité « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » et Atticus Finch, un avocat respectueux des lois, qui croyait en l'état de droit, mais qui prend un fusil et abat le chien. Parce que parfois, la seule solution, c'est d'abattre le chien. Et pour moi, l'Europe est ce chien enragé. La seule solution à ce stade, c'est que la Russie la batte. J'en suis convaincu. Mais Vladimir Poutine doit aussi se poser la question. Et après? Et maintenant, que faire? Si la réponse ne renforce pas la position stratégique de la Russie, mais l'aggrave, alors peut-être que tirer sur le chien n'est pas la bonne solution pour le moment. Jusqu'ici, Vladimir Poutine a décidé que faire la guerre à l'Europe ou monter d'un cran serait une mauvaise idée. Parce que, encore une fois, je veux le rappeler à tout le monde, la Russie est en train de gagner. Il faut bien comprendre que l'objectif de l'Occident, c'est de faire s'effondrer la Russie et de la ramener sous le mode de gouvernance de Vladimir Poutine, 26 ans de réussite en Russie. L'un de ceux qui soutenait cette approche, c'était Keir Starmer. Il est parti. Merz, il est sur le départ. Macron, c'est du passé. Donc du point de vue russe, tous ceux qui veulent faire tomber Poutine sont en train de disparaître d'eux-mêmes. Leurs économies s'effondrent. Et pendant ce temps, tout ce discours sur la guerre continue. L'Allemagne peut publier autant de livres blancs qu'elle veut sur la nécessité d'aller en guerre en 2029, et bien sûr, contre la Russie. Mais du point de vue russe, ils regardent ça et se demandent, est-ce qu'ils en sont capables? C'est facile d'écrire un rapport, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment le transformer en action concrète sur le terrain? La réponse, c'est non. Regardez la situation. Les Allemands ont, je crois, 138 000 personnes dans l'armée. Ils parlent de mobiliser plus de 450 000 soldats. Mais où vont-ils les trouver? Il n'y a pas de volontaires pour ça. Et si vous essayez de rétablir la conscription, vous allez provoquer une anarchie sociale totale en Allemagne. Un effondrement. Il faut comprendre que plus de 60% de la population, selon les sondages, a déclaré qu'elle ne défendrait pas l'Allemagne, même si le pays était envahi. Il n'y a plus de patriotisme allemand. C'est fini. Le mythe de l'économie allemande s'est effondré. Les trains allemands ne sont même plus à l'heure. Vous voyez, c'est ça la réalité. L'Allemagne est en train de se saborder elle-même. Alors quand on regarde ces drones qui frappent, c'est un embarras politique. C'est évident. La Russie préférerait qu'ils ne frappent pas. Mais d'un point de vue militaire,
Ils ne changent rien aux résultats sur le champ de bataille et ils n'ont aucun impact existentiel sur la survie de la Russie. Vladimir Poutine a les épaules assez larges pour se dire « on va encaisser ça pour l'instant ». Parce que le problème est en train de se résoudre tout seul. Pas besoin d'attaquer l'Europe. L'Europe s'attaque elle-même. Le chien est abattu, mais c'est l'Europe qui appuie sur la gâchette, pas la Russie. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup, Scott, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et bon retour aux États-Unis. C'est toujours un grand plaisir, Scott. À très bientôt. À très bientôt. As always. Okay. See you soon. thanks a lot. See you soon.